Alors, tour de table en utilisant les micros. On vous rend le micro. Alors, donc, si quand même, on va se présenter. Alors, Manuel, il ne se présente plus depuis hier. On l'a beaucoup vu. Moi, je suis Pierre Jarraud, je suis président de la FIED et puis responsable du centre d'enseignement à distance de l'UPMC, c'est Paris 6. Et voilà, et puis accessoirement, pour Uniciel, je suis dans les fondateurs, et même avec des antécédents, parce que j'étais dans Université en ligne et dans Campus Science. Donc, je suis vraiment un vieux de la vieille. Profitez-en tant que je n'ai pas encore pris ma retraite, et après, vous serez tranquille. Voilà, alors, on commence à tourner. On commence comment? En haut? Oui. Bernard Montagnier, Université Limoges, en charge des usages des universités numériques thématiques. Donc Catherine Simon, ENS de Lyon, chargée d'un service qui s'occupe de TIS, on va dire, pour faire simple. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas se présenter qui est parti. Thibaut Hulin, Université de Montpellier 2. Et donc j'ai un projet, on a deux projets en fait, information à l'IUT de Béziers. Et puis on a un projet en cours sur l'apprentissage de l'écriture numérique avec Paris 8. D'accord. Mais c'est Montpellier 2, parce que d'habitude, on a plutôt l'habitude de voir Montpellier 1, qui est l'université plus de sciences, quoi. Montpellier 2, oui. 2, oui. Michel Delarue, Biomédia, Université Pierre et Marie Curie. Catherine Busquet, professeure de physique en CPGE. Manuel, donc, c'est déjà présenté. Oui, par exemple. Bonjour, Béatrice Amrain-Soltner, chargée de mission innovation pédagogique numérique à l'Université de Haute-Alsace, c'est à Mulhouse, et donc nous sommes dans l'UNR Alsace pour donner un contexte un peu plus large à la présentation. Une autre mère fondatrice, parce que Uniciel a des tas de pères et des tas de mères, c'est pas un et un. Oui. Françoise Galland, moi je suis enseignante à l'Université d'Angers. J'ai eu la responsabilité d'un service TIS pendant 10 ans. Donc à ce titre, effectivement, j'étais au niveau d'Uniciel. Maintenant, je m'occupe de l'université numérique en pharmacie. Et par rapport à la FOAD, on a eu dans notre région un projet qui a fonctionné pendant 7 ans d'université virtuelle en Pays de la Loire. Et donc on a monté des dispositifs de FOAD, en particulier dans le domaine des sciences. Et c'est ce que je suis en train de proposer pour la formation continue pour les pharmaciens. Oui, Marie Lannéry, je travaille au département d'enseignement à distance ici à l'Université de Strasbourg. Bonjour, François Schnell, ingénieur informatique à la direction des usages du numérique ici à Strasbourg. Bonjour à tous, Olivier Morisson du département d'enseignement à distance de l'Université de Strasbourg également. Et puis il y en a un qui ne s'est pas présenté, mais c'est comme Manuel, on le connaît bien, c'est Maxime, mais il ne faut pas l'oublier. Pardon. Après ces petites remarques d'introduction, on va prendre un peu le micro. Alors les diapos, ce n'est pas du tout des diapos pour faire passer des choses, c'est un peu pour guider la discussion, certains thèmes à ne pas oublier, des choses comme ça. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on peut regarder ce qu'on envoie sans se retourner dans le dos. Il y a des écrans bien, la situation est vraiment agréable. Alors, à propos des diapos, merci Maxime, parce que j'ai piraté ton masque de diapositives. Manuel les avait passés l'autre jour à propos des diapositives sur l'évolution d'Uniciel. Alors, moi je les trouve très jolies. Le dessin, enfin la photo en première page, je ne l'ai pas remplacée parce que je n'avais pas de quoi la remplacer, mais par rapport à ce qu'avait demandé Manuel, elle est un peu fausse, parce que là, c'est des étudiants jeunes, et on avait prévu de parler plutôt du côté formation continue, reprise d'études. Donc, ils sont très bien les étudiants, mais là, c'est plutôt des étudiants de formation initiale.
hein. Mais refaire une belle photo, ça n'aurait pas été si facile que ça. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que jamais changer de diapo en restant dans la salle, mais il a suffi de le dire, et voilà, on a de quoi changer de diapo sans bouger, c'est vraiment bien. Alors, donc, formation ouverte et à distance, bon, c'est un acronyme, vous devez savoir tous ce que c'est, hein. Formation, bon, ça, il ne faut pas tenir compte, savoir si c'est enseignement, formation, des choses comme ça, c'est pas très grave dans l'histoire. Par contre, ouvert, ça, il faut vraiment y penser un petit peu, parce que ouvert, c'est le ouvert pour dire que c'est souple et qu'il y a des tas de modalités. C'est pas ouvert au sens des Open University comme il y a en Angleterre, où on prend des gens sans prérequis de tout niveau et à qui on propose tout, indépendamment de ce qui se passe à l'université. Hein. Nous, la FOAD, c'est ce qui se passe à l'université ou dans les écoles, mais c'est quand même niveau enseignement supérieur. Alors, à propos de distance, hein, ça c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que la distance, elle n'est pas seulement dans l'espace, elle peut être dans le temps, et c'est un enseignement qui est en bonne partie asynchrone, et c'est un des intérêts pour nos étudiants, parce que l'asynchrone apporte pas mal de flexibilité, et je crois qu'on voudrait dire quelque chose, on pourrait dire enseignement flexible, ça serait presque aussi important que de dire ouvert et à distance. Hein. Et donc ça, c'est important. Et il y a un mot que j'ai mis en italique, c'est pour ne pas l'oublier, c'est enseignement hybride, hein, le blended learning, on en parlait beaucoup à une époque, on en parle un peu moins maintenant, mais c'est pas... Bon, alors d'autre part, ma casquette FIED, Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, il y a 37 universités qui pratiquent de l'enseignement à distance. Alors le nombre fluctue, parce qu'avec les universités qui se regroupent, on a de nouveaux adhérents, puis on perd des adhérents. Hein, par exemple, Nancy, Strasbourg, c'est plus qu'un à chaque coup. Donc, c'est un nombre qui fait... Je vous ai mis l'adresse du site. Ça, c'est la couleur du masque qui fait qu'il est en jaune. On est en train de le rénover. Pour le moment, on a un ancien site. On va avoir un nouveau site. Et une des choses qui est importante à ce sujet-là, c'est que le nouveau site va être compatible CDM, la nouvelle norme de description de l'offre de formation, pour permettre un moissonnage au niveau national et au niveau de l'université. Donc, dans l'immédiat, évidemment, ça ne va pas se voir, mais ce n'est pas ça. Lien avec Uniciel, bon, ça, on en a parlé, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Alors maintenant, je pense qu'on va commencer vraiment la discussion. Je vous montre les titres, si vous voulez, et puis vous direz de quoi vous avez envie de discuter. Il y a le problème de quel public, avec en particulier la formation tout au long de la vie. Quel financement, attendez, non, c'est ça. Quel financement, ça va être aussi important de savoir qui paie et comment, parce que vous savez que les tarifs de formation continue n'ont rien à voir avec les tarifs de formation initiale. Donc si on a un étudiant ou un stagiaire qui paie sa formation lui-même, ça va être quelque chose de très important. Du côté de la formation, il y a savoir quel contenu, est-ce qu'on est très académique, classique, ou est-ce qu'on va plus du côté professionnel, quel type de formation, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser, hein. Et quand j'ai mis importance de l'aspect collaboratif, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau. Pour vous donner une idée, enfin, je vais dire, pas vraiment quand j'ai commencé, mais il y a 15 ans, ou des choses comme ça, on avait des discussions avec le CNED pour savoir si on pouvait afficher le nom des étudiants sur la plateforme. Bon, maintenant, évidemment, la discussion est finie, mais ils disaient nos étudiants sont inscrits et ils n'ont pas de raison d'avoir envie que leur nom soit connu. Quoi, hein? Non, mais... Ça a évolué. Hein. Oui, ça a évolué, mais... Oui, mais c'est quand même important. Enfin, comme anecdote, vous vous rendez compte qu'il y a 15 ans, on en était à discuter si les étudiants, les autres pouvaient savoir qui était là. Alors quand on vous parle de travail collaboratif, hein, c'est... Après, quelque chose qui est important, c'est de savoir pourquoi vient l'étudiant, si c'est pour se former ou pour être certifié, être diplômé. Hein, et c'est un problème qu'on a en plein dans les MOOC actuellement. Et ça, les MOOC, je n'ai pas fait une page là-dessus parce que c'est en filigrane un peu partout, hein, sur quel public,
diplomation, certification, quel tarif, c'est un peu partout. On aurait pu modifier le masque et presque à chaque diapo dire « et les MOOC là-dedans ». Les intervenants, bon, il y a le public traditionnel, là. Au départ, les universités, les écoles, les universités thématiques, numériques, je voulais dire. Alors, il y a les thématiques, il y a aussi les régionales qui ont envie de faire des choses là-dedans. Et puis, ce qui serait absolument irresponsable, c'est de penser que le privé n'est pas là. Hein, l'enseignement supérieur à distance, actuellement, est pour plus de la moitié dans le privé. Et si on passe à des MOOC avec certification, eh ben, il y a des gens qui seront très capables de donner de la certification aussi, hein, et de la faire payer. Ils auront envie. Donc voilà, la dernière... pardon, non, ce n'est pas tout à fait la dernière. Je vous explique pourquoi. C'est maintenant, on lance la discussion. C'était des têtes de chapitre, de toute façon. On est en mode édition, donc on rajoute les pages et ce que vous voulez dedans. Hein. Et quand je disais que ce n'était pas tout à fait la dernière diapo, parce que j'ai mis à portée de main là, et c'est pour ça que c'est le même masque, c'est les 4 diapos de Manuel d'hier. Si on a envie de parler ça, pour parler des modalités, hein, parce qu'il y a un aspect qui est très formation à distance là-dessus aussi. Voilà, donc, à vous la parole. Vous appuyez sur le petit bouton et ça devient rouge. Et qui a envie de commencer? Moi, j'aurais juste une question, parce que c'est à propos, quelles sont les relations entre la FIED et le CNED? Y en a-t-il et lesquelles? Alors, les relations entre la FIED et le CNED, actuellement, le CNED n'est pas membre de la FIED. On a toujours eu des relations de tout temps. Et en ce qui concerne l'enseignement à distance supérieure, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les universités ont le monopole de la collation des grades. C'est-à-dire que si le CNED veut faire de l'enseignement supérieur à distance, il y a 2 cas. Le cas où préparation au concours, où la validation a lieu à l'extérieur par des concours, donc ils ont toujours fait de tout temps énormément de préparation au concours. Dans les années 80, ils ont évité l'explosion qu'il y aurait eu avec les étudiants, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les UFM. Ils ont eu à un moment 8000 étudiants en préparation au CAPES de maths, par exemple. Ce qui fait que les gens qui étaient là, ils ne sont pas allés manifester en disant on n'a pas de préparation dans les UFM. Donc là, il y a l'aspect préparation au concours, administratif, enseignement, tout. Et quand c'est des diplômes d'université, ils sont toujours associés à une université pour pouvoir attribuer les diplômes. Donc après, c'est une coopération, ils font une partie logistique, ils peuvent aider à payer les collègues qui corrigent ou des choses comme ça, il y a des conventions, donc, mais les conventions ont lieu entre les établissements et le CNED, pas via la FIED. Hein. Alors, par exemple, à l'UPMC, on est en convention avec le CNED pour faire le L1 et le L2 de plusieurs licences scientifiques, maths, physique et sciences de la vie. Mais, et puis il y a d'autres endroits, enfin bon. Alors, le seul ennui pour les étudiants quand la formation a lieu avec le CNED, c'est que comme le CNED n'a pas les mêmes sources de financement que les universités, les étudiants dans les universités, ils sont inscrits comme les autres étudiants, donc ils bénéficient des financements récurrents pour étudiants, et du coup, l'enseignement à distance universitaire est relativement bon marché. Hein, il y a un peu de surcoût, mais pas beaucoup. Alors que quand on passe par le CNED, qui a vocation, lui, enfin, disons, dont le ministère lui dit qu'il a vocation à être autosuffisant, évidemment, ses coûts sont plus élevés et c'est répercuté sur les étudiants. Hein. Ça, c'est pas que le CNED est sur un tas d'or, loin de là, mais comme il est obligé de payer son infrastructure, ses personnels, évidemment, c'est plus cher qu'à l'université où l'essentiel est payé par la dotation. Je vois que Manuel... Oui, du coup, je me permets de relancer sur un sujet. Moi, j'aimerais bien qu'on réagisse ensemble sur
Bon, moi j'ai fait de la FOAD il y a un certain temps. Et là, je me retrouve devant une montée en puissance de. On sent qu'au niveau du ministère, la formation ouverte à distance, c'est quelque chose d'important. On sent qu'on est sollicité au niveau des universités pour répondre à la formation continue, à la flexisécurité, etc. C'est un message que j'ai entendu du précédent gouvernement, de l'actuel, on l'entend bien, on sent une sorte de renouveau, une sorte d'attente très très forte sur la flexibilité des formations. Et j'aimerais savoir comment elle est partagée, ressentie, entre guillemets, à la fois, il y a du coup des services structurés, importants, etc., de formation ouverte à distance qui sont là, puis il y a aussi des universités qui se posent la question de on y va pas, parce qu'il y a une très forte hétérogénéité, hein. Il y a des universités qui ont pratiquement pas de dispositif de formation ouverte à distance, ou je dirais très artisanal au bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que c'est fait par un individu, pas forcément par des structures. Et puis il y en a d'autres, au contraire, c'est voir des services entiers, voir des départements complets. Donc moi j'aimerais bien savoir comment vous réagissez par rapport à ça, si vous sentez ce mouvement, entre guillemets, cette attente sur la formation ouverte à distance, ou au contraire, si vous sentez que c'est quelque chose de très stable et qui bouge pas vraiment, où on est plus dans l'effet de discours que d'action. Voilà, c'est vraiment un moment où il se passe des choses, en particulier parce que les dispositifs qui peuvent aider sont là. Pour la présence, il y a des tas de gens qui ont des ressources numériques, hein. Souvent, c'est assez simple, c'est des PDF, mais ça peut être des diapositives ou des choses comme ça, des vidéos. Donc, il y a des ressources qui sont quand même plus disponibles dans les établissements, dans les universités numériques thématiques, et les moyens de les faire passer, au moins moyens techniques, sont là. C'est-à-dire que dire qu'il faut une plateforme de téléformation, il y a des ENT, il y a des plateformes, des Moodle, des Sakai, des choses comme ça, un peu partout quand même. Donc quand on veut faire de l'enseignement à distance, on n'est pas à dire il faut installer une plateforme. C'est pas vrai, on prend celle de l'université. Ça ne veut pas dire que on peut improviser tout, que le tutorat est évident, hein, mais c'est quand même des choses. Et puis alors, je vous le dis, c'est un motif, hein, ça va revenir, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des MOOC, hein, parce que les MOOC, ça va exister, ça se lance aussi, et donc les gens se posent une question, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que c'est dangereux de rester à l'écart? Enfin, voilà un petit peu. Alors, pour répondre directement à la question, c'est un avis qui est strictement personnel. Je ne sais pas si l'envie de développer ce genre de méthode d'apprentissage est véritablement nouvelle. En revanche, je pense que la maturité est désormais là, et ça rejoint ce que vous disiez sur le fait qu'aujourd'hui, les institutions ne se posent plus certaines questions du fait de se dire si effectivement il faut utiliser tel type de système, tel type d'outils dans le système d'information ou pas. Voilà, je pense qu'il y a une véritable maturité aujourd'hui parce qu'il est né de la conscience que c'est un facteur qui est désormais excessivement important et qui va devenir aussi assez concurrentiel. J'aurais des questions sur nos projets, les deux projets que j'ai évoqués tout à l'heure. Sachant que j'ai pas encore fait de démarche pour contact initial, donc peut-être que vous allez me dire, allez voir votre contact initial. Mais on a le sentiment, nous en tout cas, que c'est effectivement dans le vent, que donc il y a des choses qui se passent, il y a des besoins et des prises de conscience. Moi j'ai une interrogation aussi sur comment ça va être mettre en place aussi. Est-ce que ça correspond pas aussi à un désir de réduire le budget du présentiel pour le transférer sur de FOAD, et auquel cas on aurait un projet qui serait plus exactement un projet de formation mais de déplacement de cours, ce qui n'est pas exactement pareil. Donc là j'ai une interrogation là-dessus. Donc nous deuxième interrogation sur la valorisation des projets de FOAD qui sont mis en place. Donc à Paris 8, avec la BU de Paris 8, on a mis en place un ensemble de formations à la culture numérique, sur laquelle on a eu un budget local pour ça. Et on a le projet maintenant de passer ça sur les mobiles. Comment est-ce qu'on peut aussi valoriser cet existant? Comment est-ce qu'on peut le faire évoluer aussi, de façon à ce que ces plateformes évoluent aussi en fonction des usages? Bon, c'est un peu des questions qu'on se pose. Et donc le deuxième projet, c'est IUT en ligne avec l'UT de Béziers. Et donc là, on a obtenu de l'Université de Montpellier 2 la création d'un poste de Prague pour mettre en place
des cours, un ensemble de cours en ligne, à distance, et on est en demande sur un deuxième poste sur ce projet qui pourrait démarrer à la rentrée. Voilà, et donc là, du coup, ça a été aussi effectivement présenté comme l'idée de réduire des coûts. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un piège sur cette FOAD qui serait finalement de déplacer, de demander à des enseignants de placer des cours avec un dispositif qui est très intéressant. Enfin, moi, personnellement, qui me suis dit beaucoup, mais avec une crainte aussi que vont nous faire monter certains enseignants. Je vais répondre en partie avec notre expérience du passé de l'université virtuelle en Pays de la Loire. Si maintenant, effectivement, tout le monde est mûr là-dessus, ce que je pense, nous, on y a été forcés et contraints par l'aspect financier, puisque la région nous a dit, on vous aide à mettre des dispositifs de formation à distance, à condition que les universités travaillent ensemble. Et les raisons, c'était qu'on avait fait 2 constats dans la région. Un premier constat, c'était que le nombre de bacheliers qui rentraient à l'université était inférieur à la moyenne nationale. Et le deuxième constat, c'est que les gens partaient au niveau des masters. Et pour la région, c'était interprété comme les entreprises qu'on n'allait pas créer parce que statistiquement, on avait constaté que les gens créaient leur entreprise là où ils avaient fait leur 3e cycle. Donc ce n'était pas du tout dans un souci d'économie, c'était dans un souci d'avoir une offre de formation qui soit plus large. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le L3 de maths. Je suis désolée, mais on l'a fait avant l'UPMC. Et finalement... En ligne ? Ah bon, alors excuse-moi. Bon, enfin, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y en avait pas beaucoup de L3 de maths en ligne. Oui, ah, excuse-moi, effectivement. Et en fait, par exemple, sur le L3 de maths, on s'est aperçu qu'on avait un public qui n'aurait jamais pu venir en présentiel. Donc, alors, pendant que j'ai la parole, j'en profite pour dire que nous, les difficultés, ça a été d'abord de travailler ensemble, en interuniversitaire, ce qui n'était quand même pas si facile à l'époque. Et puis la deuxième difficulté, c'était que les services TIS puissent aider efficacement les enseignants. Et donc, on avait sollicité, entre autres, l'UTC et puis Télécom pour monter des formations, parce qu'on ne fait pas de la FOAD de la même façon que de l'accompagnement du présentiel. Donc, on avait monté 3 formations actions sur la gestion d'un dispositif de FOAD, c'est Manuel qui nous l'avait fait, sur la conception du dispositif et sur l'accompagnement du dispositif. Donc c'était vraiment tout repensé, mais c'était par rapport à un public spécifique. Un deuxième exemple qui n'est pas dans le domaine de scientifique, c'est la capacité en droit. C'est un diplôme, il était question de le supprimer parce qu'on avait très peu d'étudiants. On l'a mis à distance et on s'est aperçu que, effectivement, les difficultés, c'était des problèmes de flexibilité. Et donc, on a récupéré 80 étudiants alors qu'on était sur le point de le supprimer. Donc, pour moi, les questions que vous vous posez, je pense qu'elles sont pas... il ne faut pas s'inquiéter de ça. Juste un mot là-dessus. Et effectivement... souvent, on parle du surcoût de l'EAD plutôt que de l'économie avec l'EAD, où on fait, et si on veut qu'il n'y ait pas de dégradation, il faut y mettre le paquet, effectivement. Maintenant, on fait des économies sur les encadrements. C'est vrai que l'EAD, ou la FOAD, c'est une façon de regrouper des petites UE. C'est-à-dire que je ne crois pas que quand on veut s'occuper de 50 étudiants, ce soit plus économique en formation à distance qu'en présence. Par contre, si, grâce à la distance, on n'ouvre pas 3 UE parallèles de 5 ou de 10 étudiants, là, on fait de vraies économies. Hein, c'est un petit peu ça. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que nos facs ne sont pas très bonnes sur les coûts complets. Hein, parce que quand on fait de la formation à distance, on vous dit « Ah ben, il y a ceci qui coûte ». Enfin, moi, on a essayé de me compter l'utilisation de la plateforme. Quand on est en présence, vous allez dans une salle de micro avec 20 micros et vos étudiants, ça, on ne vous la facture pas. Et donc, ni la peinture. Bon, le chauffage, l'autre jour, il y a eu une blague du vice-président formation parce qu'il y avait un amphi pas chauffé. Il a expliqué aux correspondants C2I, vous voyez, vous seriez à distance, on n'aurait pas de problème de chauffage.
Bon, ça faisait bien rigoler, mais enfin, faut pas en abuser non plus. Hein. Donc ça, c'est quand même une des choses à quoi il faut faire attention. Hein. Et ça me paraît encore plus important sur le public d'Uniciel, parce que quand même Uniciel vise les sciences, et actuellement, en sciences, on a un tassement des effectifs. Il ne faut pas se leurrer. Donc le fait de trouver des étudiants et de maintenir des formations, c'est important, et il y en a qu'on peut trouver à distance. Je voudrais revenir sur la définition. La question dont on est parti, Pierre, c'est est-ce qu'on sent une évolution, une mouvance, une sensibilité dans les universités? Moi, je voudrais revenir à la définition d'un dispositif de FOAD, parce qu'il me semble que toutes les universités, au niveau de leur gouvernance, ne sont pas mûres par rapport à cette définition, de dire mais de quoi s'agit-il véritablement? Et quand on dit définition, c'est quel est le dispositif, quel accompagnement, quel coût, etc. Ça a plusieurs conséquences qui peuvent être d'ailleurs contradictoires. C'est que les gouvernances peuvent être favorables à la FOAD, mais ne pas du tout imaginer justement tout ce qui est derrière, l'accompagnement qui est nécessaire, les ressources humaines, etc. Et donc nous demander l'impossible au niveau des services TIS quand il y en a. Ou au contraire, imaginer que c'est tellement lourd qu'on ne va pas pouvoir se lancer. Alors, question concrète, on sent effectivement au niveau national des amorçages forts là, qui se préparent hein, sur ces aspects à distance. Est-ce qu'il y aura via la FIED, par exemple, une démarche pédagogique vis-à-vis des décideurs, des gouvernances, de la CPU, etc., pour à la fois évidemment se positionner en expertise, mais aussi pédagogiquement expliquer ce qu'on est en train de faire ici finalement, auprès d'un public qui est averti. Est-ce que ça ne serait pas... Qu'est-ce qui est prévu? Je veux dire, parce que lancer une bonne idée, c'est bien, mais s'il n'y a pas le terreau, même si la graine est très très intéressante, elle ne prendrait pas. Non, tout à fait. Alors, du côté de la FIED, on a des groupes de travail qui réfléchissent sur certains thèmes, et alors, sur la qualité, parce que si on veut que l'enseignement de la FOAD se développe, il faut qu'elle soit de qualité, que ce ne soit pas seulement quelque chose de substitution pour des empêchés. Donc il faut qu'on arrive à un niveau de qualité pour qu'un étudiant se dise « Ah, ben, je prends de la FOAD parce que ça m'arrange ». Donc ça, c'est la première chose. Il y a, il y a un groupe pédagogie, tutorat, des choses comme ça. Il y a un groupe qui est un peu en veilleuse actuellement, c'est le groupe sur prise en compte dans les services. La situation évolue dans les deux sens. Alors pourquoi dans les deux sens? C'est qu'en juillet 2011, il y a eu un décret, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que ça concerne tout le monde, y compris Uniciel, que les temps de service n'étaient pas forcément des temps de service devant les étudiants. Ce qui, pour l'enseignement à distance, était quand même quelque chose qui nous posait problème. Il y avait des tas de facs qui étaient accommodantes, mais ça dépendait surtout de la Cour régionale des comptes, qui allait vérifier les choses. Donc ça, ce décret est important. Et une fois qu'on est parti comme ça, que les étudiants, quand ce n'est pas des étudiants de formation continue, sont inscrits avec les autres et comptent pour obtenir les crédits, les postes et tout, c'est quand même très valorisant pour la FOAD. C'est un prérequis. Alors, on va on a demandé des rendez-vous, c'est en cours, avec style CPU, des gens comme ça, pour échanger. On a eu des contacts avec la MU aussi, pour dire un petit peu, parce que, alors, là, je dois vous dire, on est quand même dans une position où on se sent un peu bizarre, parce que ça fait des années qu'on raconte que l'enseignement à distance, c'est tout un dispositif de l'encadrement et tout, et puis nous arrivent les MOOC, où quand même, autant le contenu, ça, bon, on voit bien, autant comment on fait prendre la mayonnaise entre les étudiants, l'encadrement et tout, c'est pas si évident que ça. Donc là, on est en train de... Enfin, je crois que on n'est pas en train de, je vais dire, de renier ou tout. Si on veut que des étudiants donnés n'abandonnent pas, travaillent beaucoup, c'est quand même du côté du renforcement du tutorat et de l'encadrement pour lutter contre l'abandon. Ça, je pense que ça reste vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des formes massives à côté où
on se dira, eh ben, c'est pas grave si on a 10 000 inscrits, et 90% d'abandon, 90% de 10 000, il reste encore 1000 à la fin, ce qui est plus que ce qu'on a un petit peu partout. Donc ça va être un moment où il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, des formations classiques avec un bon taux de réussite ou des formations de masse en se disant qu'on va toucher plus de gens, surtout si c'est gratuit. Et donc on verra. Donc là on est en train de vraiment évoluer. Manuel, pour qui était à la réunion mercredi dernier, pourra vous dire que c'était vraiment quelque chose où on sentait que ça bougeait. Et là, je trouve que c'est un bon moment pour ça, parce qu'il se passe quelque chose. Il y a un train. Clairement, on n'a pas envie de rester à côté. C'est peut-être pas le seul train, mais bon. Je voudrais reprendre sur ta question, Béatrice, par rapport à un élément. Quand on a commencé à faire les formations à la FOAD, mon premier diaporama s'appelle Chimère et enjeux de la formation ouverte à distance. Et malheureusement, je pense qu'il est toujours d'actualité. Donc ça, c'est pour répondre. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement encore de la part d'un certain nombre de gouvernances des idées sur le sujet, qui malheureusement sont aussi relayées par des acteurs voilà, donc, qui font que oui, c'est l'objet magique qui peut résoudre tous les problèmes. Donc ça, il faut y faire très attention, et je pense que c'est vraiment un vrai problème. Le second point, je pense qu'on ne peut pas l'écarter, c'est qu'en effet, au-delà de ça, il y a une pédagogie qu'il faut expliciter, parce que le cadre de référence de l'ensemble des acteurs de l'université, c'est le face-à-face présentiel. C'est-à-dire que à peu près n'importe quel membre d'une gouvernance d'université a fait du face-à-face, c'est même obligatoire, ça fait partie du travail, et donc le problème est à peu près réglé. Par contre, faire de la formation ouverte à distance, comprendre qu'un étudiant ne réagit pas de la même façon, qu'il n'a pas les mêmes attentes, etc., que l'acte même de maillage, de dynamique, ne joue pas sur les mêmes ressorts, ça c'est difficile tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même de façon assez forte. Donc il y a aussi un vrai problème de ce point de vue-là dans les représentations de l'apprentissage, de ce que c'est qu'un acte d'apprentissage tout simplement. C'est pour ça qu'on a autant de mal à trouver entre guillemets des tuteurs stabilisés, parce que voilà, au bout d'un certain temps, il faut qu'ils aient du métier, un métier qui n'est pas le même. D'ailleurs, il y a quelquefois la même problématique sur l'apprentissage, qui n'est pas toujours très simple non plus. Voilà. Mais pour dire que du coup, on a un vrai effort de pédagogie à faire, et il faut le faire parce que sinon on va encore assister à quelque chose qui va être oui, bof, ça marche pas. Simplement parce on aurait été un peu en surestimation des possibilités. Et c'est vrai qu'on est bousculé parce que le schéma classique, me semble-t-il, qu'on avait, que tu viens de rappeler, Pierre, il me semble vraiment important, c'est-à-dire qu'on avait dans l'idée qu'une bonne formation, c'est une formation où tout le monde réussissait. Voilà. Puis là, on nous dit, oh non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le choix de chacun de réussir ou pas réussir. Évidemment, ça inverse complètement les positions. D'un point de vue économique du dispositif, c'est beaucoup plus intéressant, hein, c'est clair. Les organismes de formation à distance privée vivent, il n'y a pas que d'ailleurs, vivent de l'abandon, hein, très clairement. Dans le marketing même et l'économie financière, elle est là. Donc, évidemment, on est un peu bousculé. En même temps, il faut se poser la question, tu as raison, c'est-à-dire que oui, c'est une chance offerte à des gens, ils prennent pas, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, on a un nouveau champ qui s'ouvre, il n'est pas forcément simple, il faut à la fois bouger et en même temps montrer aux personnes ce que, je dirais que le savoir-faire FOAD, il est un petit peu plus complexe que la réponse toute faite, quoi. En même temps, il ne faut pas briser l'élan, quoi. Donc c'est un peu compliqué à gérer, me semble-t-il. Bon, dire du coup par rapport à l'interpellation de Montpellier 1 sur les projets. Excuse-moi, Montpellier 2. Montpellier 2. Je pense que du coup, il y a aussi un autre rôle de la formation ouverte à distance dans lequel on n'en parle pas assez. Moi, j'ai vu le projet de Paris 8 depuis un certain temps, puisque au niveau technologique, on y est un peu associé. Je trouve ça extraordinaire. On a tous, quand on se demande des modules de méthodologie par rapport à la recherche documentaire, etc., ils ont fait des synthèses, des choses assez poussées. Et là, on a une possibilité de mise à disposition, entre guillemets, assez massive. Et on voit bien que ça ne se fait pas si facilement que ça. C'est des projets qui sont en demande de financement, qui tournent sur des bouts de financement, etc. On voit bien qu'il y a une prise en compte, alors qu'on vient tous de dire que oui, il y a un problème, c'est la méthodologie d'apprentissage des étudiants, c'est la recherche documentaire. Enfin, Béatrice pourra en parler plus que moi là-dessus. Hein. Elle avait fait une brillante intervention ici même. Et on voit que c'est pas aidé, c'est pas supporté, alors que les dispositifs sont là, quasiment. Donc moi, ça aussi, ça m'interpelle. C'est-à-dire qu'une sorte de méconnaissance des actions faites, de ce qui pourrait être mutualisé. Alors c'est peut-être parce qu'on est encore dans des dispositifs où la formation ouverte à distance est très liée
à un établissement, entre guillemets, avec une économie qui fait que du coup on est en concurrence coopération, quoi. C'est pas si simple que ça, hein. Donner des contenus, oui, mais qu'est-ce qu'on a en retour? Enfin, qu'est-ce qui revient? Parce qu'on doit financer ses propres postes, on est un peu dans le cadre, en tout cas, de services de formation continue ou proche, hein, c'est-à-dire sur fonds propres en partie, quoi. Donc tout ça, ça se gère et c'est pas simple, ce côté économie du dispositif traditionnel de la formation ouverte à distance, et en même temps ouverture, mutualisation qui permettrait de passer à un autre stade. Et moi, c'est une interrogation, quoi. Pardon, c'est une vraie interrogation, hein. Et il y a des choses, c'est qu'on a des modèles qui sont très variés selon le type de formation qu'on fait. Quand c'est de la formation académique initiale, on est très près de la formation en présence, et ça a des avantages de qualité et de coût, parce que les centres, enfin un peu comme le mien à Paris, on n'a pas de frais de conception scientifique, dans la mesure où ce qu'on propose, c'est des enseignements qui sont faits en présence et qui sont validés par la présence. De même, la validation à la fin de l'année, dans la mesure du possible, ce qu'on a envie, c'est d'avoir le même examen, parce que de toute façon, à la fin, les étudiants qui ont une licence, un master ou quelque chose comme ça, c'est celui de l'université, c'est pas la version à distance. Donc, au point de vue valorisation du diplôme, c'est très important. Et à côté de ça, il y a les aspects formation continue, où là, effectivement, il faut, je vais dire, tout payer. Hein. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont aussi plus délicates. C'est que quand on est à distance, comment est-ce qu'on atteste qu'un étudiant travaille? Qu'un étudiant réussisse, ça, c'est facile. Il y a un examen ou une autre forme d'évaluation. Mais vérifier qu'un étudiant qui est à distance, il travaille, et que s'il travaille en ligne, c'est bien lui qui fait le boulot, c'est pas si facile que ça. Et quand ce sont des formations de type continu, payées par un employeur ou pour un chômeur payé par Pôle emploi, il y a des gens qui veulent savoir où ils mettent leurs sous, hein, quand même. Et ça paraît normal. D'autre part, il faut savoir qu'un chômeur indemnisé ne peut pas s'inscrire comme étudiant. Parce que s'il est étudiant, il n'est plus au chômage. Hein? Donc il faut faire attention aux histoires de statut. Du côté des universités, ça ne nous gêne pas de les inscrire, mais on est quand même prudent. On leur dit, attention, s'il y a des contrôles, ça peut vous coûter cher. Et bon, je trouve tout à fait normal, avec le nombre d'étudiants qu'on a, s'ils pouvaient s'inscrire au chômage à côté, il y a des tas de gens qui travailleraient 1 an ou 2 pour avoir le chômage, et qui après, à la place d'une bourse, diraient, on fait avec le chômage. Donc c'est une situation, bon, qui, sur des individus, peut être choquante, qui globalement se comprend assez bien quand même. Hein. Donc là, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Alors, comme je m'aperçois qu'il y a un mot-clé, je ne sais plus si je l'ai mis dans les diapos en passant, c'est le mot VAE, validation des acquis de l'expérience. Hein, je crois que j'ai oublié de le mettre, mais je le rajouterai parce que c'est vraiment un mot qui est important et qui permet de mixer expérience et reprise d'études et des choses comme ça pour que quelqu'un qui veut refaire pour des conventions collectives ou des choses comme ça, obtenir un diplôme, ne soit pas obligé d'y passer autant de temps qu'un étudiant nouveau. Hein. Donc ça, c'est vraiment, je suis désolé, on va le remettre, hein, parce que c'est quand même un des mots-clés, même si ce n'est pas tellement la FOAD qui est concernée. Ça intervient dedans, comme dans tous les dispositifs de formation continue. Mais je pense quand même que c'est tellement important qu'il faut le mettre, et il y a une bonne partie de la VAE qui peut se faire à distance, hein, pour les échanges. Voilà. Qui D'autres rebonds, d'autres interpellations? Dans ce cas, si on a... je pense qu'on... Oui, il nous reste un petit peu de temps. On va décaler jusqu'à 10h10 parce qu'on a eu un petit décalage de temps. J'ai transmis aussi à l'autre groupe. Moi, j'aimerais bien avoir vos réactions par rapport aux modalités que propose. Diapositives, ouais. Voilà. Si vous... C'était une des raisons de mettre un vidéoprojecteur. Bon, pour avoir les mots clés, y penser. Et le dispositif, la fusée à 4 étages de Manuel. La fusée à 4 étages, c'est une réflexion qui
je l'ai dit hier, hein, et je le redis pour les gens qui n'étaient pas forcément là hier, est relativement simple, c'est de dire, bon, si on a un centre de téléenseignement ou un centre de formation ou un service de formation ouverte à distance, dans la matière, voilà, on est équipé. Grosso modo, on sait faire, on a les hommes, on a la manière de concevoir, on a en effet des économies d'échelle ou pas avec la formation initiale. Si par contre un établissement qui est adhérent veut se lancer dans la formation ouverte à distance et qu'il n'est pas équipé, entre guillemets, parce qu'il n'a pas de service, parce qu'il n'a pas cette tradition, bah voilà, il va se doter d'un poste. Mais un poste, c'est bien, mais voilà, c'est un poste. Il faut un deuxième poste, puis un troisième poste, il faut couvrir. Et donc il y a tout intérêt à mutualiser au moins les contenus. Parce qu'on sait que dans les coûts d'une formation ouverte à distance, les contenus coûtent très cher. Alors évidemment, quand on est sur un mode connectiviste, les contenus coûtent moins cher, sauf que le mode connectiviste, il a des coûts cachés que sont les coûts d'animation, avec des savoir-faire d'animation très particuliers qui ne sont pas donnés à tout le monde, et d'investissement là aussi très particuliers. Il faut être capable de travailler. Alors, il y a beaucoup de tuteurs qui travaillent de fait en deuxième partie de soirée pour répondre aux apprenants, mais donc au-delà de ça. Donc il y a de fait un savoir-faire à avoir et qui ne convient pas à tout le monde. Donc au niveau de l'initial, la réflexion c'était de dire qu'est-ce qu'on peut apporter aux établissements, entre guillemets, on peut apporter du contenu, mais ce contenu, il ne faut pas qu'il soit monolithique, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit associé à une modalité, mais à des modalités. Parce que le besoin est très différent d'un établissement à un autre, ou d'un degré d'engagement à un autre. Si on a affaire à des masters très compétitifs, etc., on peut prendre des formes très particulières et très ouvertes, de formation ouverte à distance. Si on a affaire à des L1, c'est sûrement des choses un peu différentes, etc. Donc l'idée, c'est de présenter des cas de modalités type qui pourraient être offerts par Initial les établissements qui voudraient se lancer en formation ouverte à distance, en n'ayant pas au départ le background nécessaire pour le faire. Puis par la suite, bien sûr, prendre leur autonomie en tant que telle. L'idée, c'est de mutualiser au moins sur les contenus, les méthodes, entre guillemets, en termes d'échange, et après, chacun pouvait adapter, personnaliser. En adaptant et en personnalisant le contenu, c'est-à-dire en reprenant à la fois du contenu qui existe, et puis en mettant le leur, bien sûr, quand ils peuvent, en fonction de leur rythme. Donc ça peut répondre peut-être à une partie du sujet. Puis j'aimerais vraiment avoir votre réaction globalement en termes d'acceptabilité. Oui, ça peut servir aussi, on a parlé hier de flipped learning, hein, de choses comme ça. À propos de MOOC, Ruyata à Limoges en avait parlé, il a utilisé un MOOC en faisant des groupes de travail locaux. Magnien pour Equipa aussi, pour ses centraliens, il leur a fait suivre le MOOC et groupes de travail locaux. Hein. Donc ces idées qui ont été émises à propos des MOOC, je ne vois pas pourquoi on ne les utiliserait pas à propos de ressources libres et validées qu'on a ici. Ce n'est pas parce que Uniciel n'est pas un MOOC qu'on ne peut pas faire ce genre de travail. Hein. Donc la modalité 1, tu peux peut-être revenir sur... Tu avais les 4 modalités d'un seul coup pas, Non. Non, ok. Donc la modalité 1, du coup... Modalité 1, elle est relativement simple. Hein. C'est de dire... on a la chance dans Initial d'avoir un contenu structuré qui colle au L1, L2 et une partie du L3. Quand je dis contenu structuré, c'est vraiment des modules qui peuvent être gérés de façon autonome. Ce n'est pas des ressources qui sont simplement un appui au cours. Hein. Donc, alors, l'histoire, hein, c'est parce que c'était utilisé en centre d'auto-formation, etc. C'est utilisé en enseignement à distance aussi, bien sûr. Donc, mon L1 pour les maths est fait. Mais bon, alors, c'est l'exemple que certains récusent, le L1 de maths qu'ont fait UPMC CNED, les modules de maths, c'est les modules d'université en ligne. Bon, ils ont un peu évolué sur 10 ans. Alors maintenant, il y a des gens qui disent oui, bah oui, c'est parce que vous êtes auteur, quoi, qui demandent d'autres exemples. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne s'en sert pas. Hein, on les sert, on donne des versions sur CD. C'est moins utile maintenant parce que les connexions sont tellement bonnes qu'on a moins besoin. Mais enfin, et puis qu'il y a des tablettes ou des netbooks qui n'ont pas de lecteur de CD. Donc, donc voilà, une modalité relativement simple à mettre en œuvre qui en fait demande pratiquement aucun moyen, entre guillemets, sur le sujet. Car évidemment, en tant que telle, elle est plutôt à destination des autodidactes ou des situations d'étudiants en centre ressources, la première modalité. La seconde modalité, c'est du coup le MOOC de type socio-constructiviste. Alors, pas du tout parce que c'est un phénomène de mode, c'est parce qu'en fait, on s'est aperçu que sur Université en ligne qui constitue, on a 150 000 visites. Ah. Donc ça va s'arranger. Ça va s'arranger. On a 150 000 visites auxquelles on n'offre rien. Rien d'autre que le fait de pouvoir consulter les ressources. Et on se dit, tiens, si on met des outils à disposition, peut-être que par autodidactie, parce que en général, ce sont des autodidactes, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'en mettant un petit peu de community manager, on peut offrir quelque chose de plus. Donc on s'aperçoit qu'en effet, on peut être très proche du MOOC, parce qu'en gros, le MOOC, c'est avant tout
en tout cas, le MOOC-C de type connectiviste, c'est avant tout des modalités pédagogiques, plus entre guillemets que des contenus en tant que tels. Donc voilà, ça c'est relativement facile. Ça peut être intéressant pour des gens qui veulent tester le MOOC, justement. C'est-à-dire se concentrer sur, pour moi, ce qui fait l'essentiel d'un MOOC, c'est-à-dire l'interactivité et ce travail, entre guillemets, de modalités pédagogiques différenciées, de codidaxie, etc. Donc ça, c'est relativement simple, puisque, entre guillemets, c'est qu'une surcouche technologique, puisque le gros du travail, ça sera la partie animation, etc., bien sûr. Mais ça, c'est ce qui intéresse les gens, je pense, dans le sujet. C'est simple, mais il y a quand même du boulot. L'autre jour, par exemple, Morgane Magnien nous a parlé, nous a dit que Itipa, ça avait été fait un peu dans un garage, hein, avec des choses YouTube, les communautés un peu standards. Mais en fait, le problème, c'est que ça avait été fait dans un garage, ça c'est vrai. Hein, ils n'avaient rien demandé d'institutionnel, mais par des pros. Les 4 animateurs sont des gens qui sont vraiment des pros. Alors donc, le facteur humain, il est toujours là, quoi, grosso modo. Alors, c'est vrai que si on dit ça, il va y avoir des petits problèmes à régler. Est-ce que vous pouvez faire la façon dont prend la mayonnaise constructiviste, hein, sur votre plateforme habituelle, simplement pour comment gérer les étudiants qui ne sont pas inscrits dans l'université, quoi, les inscriptions libres et des choses comme ça. Donc il y a des petits problèmes techniques, mais d'un autre côté, c'est d'abord, et ça, Manuel l'a bien marqué, hein, il y a le community manager qui est quelqu'un de très important pour vérifier aussi, jeter un coup d'œil un peu au groupe de travail. Il y en a où il va se passer des choses, d'autres où ça ne va pas être intéressant. Donc dans Itipa, il vous signalait toutes les semaines qu'il se passait des choses intéressantes à tel endroit. Hein, il ne régulait pas, c'était pas ça, mais il y avait une lettre qui disait ceci, cela. Et donc un étudiant qui n'avait pas le bon groupe, il pouvait raccrocher à un autre groupe quand même, s'il avait envie de travailler. Tu as tout à fait raison. Je vais toujours un peu facilement sur les aspects technologiques parce que pour moi. Non, justement, mais parce que du coup, les vrais aspects. Parce que non, il y a quand même un point qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a un investissement pour un MOOC. C'est-à-dire que soit on fait de façon isolée, artisanale, hors cadre, et en effet, là, pas de problème. Soit dès qu'on va commencer à rentrer dans l'institution, vous allez avoir les DSI qui vont arriver avec des vraies questions de sécurité. Vous allez avoir des problèmes qui vont du coup s'amplifier de façon forte. Donc il y a un vrai travail technologique à faire. J'en parle peu parce que pour moi c'est qu'un problème de cahier des charges et qu'on maîtrise. Enfin voilà, cahier des charges de suivi d'assistance à maîtrise d'ouvrage, enfin quelque chose de relativement simple. Mais il est comme coûteux. Il faut quand même le prendre en compte si on passe au niveau d'une institution. Par contre, j'aurais insisté en effet, pour moi c'est le vrai facteur, c'est le facteur humain sur un MOOC de type socio-constructiviste. Oui. Aussi, il me semble que du coup aussi, il faut quand même des gens qui soient prêts à travailler dans des horaires hors habitude. C'est indispensable. Travailler dans des horaires hors habitude, c'est encore pas très grave. C'est des gens qui seraient prêts à travailler 22 heures sur 24. Mais chaque fois qu'on tombe sur ce type d'action, on a des gens qui sont pleinement investis. C'est-à-dire que plus que pleinement investis, ce ne sont pas des gens qui ont un rapport de salarié de ce point de vue-là, c'est des gens qui le font parce qu'ils y trouvent quelque chose. Ou alors ça coûte très très cher, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on démultiplie les fonctions. Enfin, moi, tous ceux que j'ai pu voir pour l'instant en expérience concrète, ce sont que des gens investis. Ce ne sont pas des gens qui arrivent, qui feraient même une plage 18-22 heures tranquillement, comme dans un centre d'appel. Non, c'est des gens qui font des efforts, qui régulent, etc. Mais on retrouve ça aussi en tutorat. Hein. Oui, non, c'est le même problème qu'en tutorat, à mon avis, pas beaucoup plus. Et comme les dispositifs techniques actuellement sont quand même bons, par exemple pour Itipa, les séances régulières en direct étaient de 18 à 19 heures. Je trouve que c'est une très bonne plage horaire parce que ça permet à ceux qui ont envie de rester tard, de rester sans que ce soit vraiment très tard, et à d'autres de faire ça de chez eux. Et comme c'était des dispositifs vraiment légers, hein, du style de ce qu'on fait sur YouTube, il n'y avait pas de problème. On est quand même dans une situation plus facile, et je pense aussi que on est quand même beaucoup plus dans de la régulation que dans de l'animation permanente. Hein. Ce n'est pas comme du tutorat. Ce qu'il faut, c'est vérifier régulièrement que ça marche beaucoup plus que d'être au milieu du forum en train d'animer en temps réel. Je ne sais pas. Hein, tout à fait d'accord. Du coup, ça fait la transition avec la modalité 3. Voilà. Parce que, du coup, la constante sur la modalité 3 elle est relativement simple. C'est on passe sur un autre univers, puisque là, on passe directement sur une instrumentation classique sur plateforme. Simplement, au lieu d'être sur un mode connectiviste, on va être sur un mode de structuration et de guidance imposée.
classique, hein, c'est-à-dire qu'on va être en maîtrise de l'avancement de l'apprenant. Et on va renforcer l'interactivité au maximum de ce que peut faire une plateforme, au maximum de ce que peut faire un outil. Mais c'est avant tout une association de scénarios pédagogiques, d'activités, hein, bien sûr. Et là, la seule nuance, donc il y a une rupture par rapport au précédent dans lequel on était très centré sur le contenu et sur l'autodidaxie et la codidaxie. Là, au contraire, c'est avec l'institution qui va imprimer sa marque, entre guillemets, sa structure. Hein. Donc c'est des choix assez différents. Par contre, ils conviennent mieux à une majorité, entre guillemets, d'apprenants, en général, qui viennent plutôt chercher ce genre de choses, entre guillemets. Par contre, on ne va pas aller sur un niveau de tutorat très fort, parce qu'on va plutôt reprendre du coup l'enseignement du MOOC, c'est qu'en effet, il y a du tutorat plus collectif qui peut se faire. Donc du coup, on va pouvoir faire baisser les coûts de tutorat. En faisant baisser les coûts de tutorat, on fera baisser la qualité de fait du tutorat structurant, hein, parce que de fait, elle sera moindre. Par contre, ça peut être compatible avec une réalité d'établissement dans laquelle il n'y a pas encore une économie du dispositif en tant que tel, ou qui voudrait se lancer dans un premier temps progressivement dans un temps de montée en puissance, tout en restant dans des choses relativement qualitatives. Qualitatives parce que les contenus sont déjà structurés, parce que du coup, là, il y a une mutualisation des activités pédagogiques avec tout le savoir-faire du coup d'un service d'enseignement à distance qui sera restructuré à l'intérieur, bien sûr. Et la dernière modalité, en fait, c'est tout simplement le précédent, mais cette fois instrumenté par l'établissement avec ses propres règles de tutorat, et avec tout le savoir-faire d'un tutorat, entre guillemets, de qualité. Et pour moi, ces 4 modalités, elles recouvrent 4 champs du possible pour un établissement qui voudrait se lancer. Il n'y a aucune qui est mieux que l'autre. Je n'ai pas de jugement de valeur sur le sujet. Je me dis juste ces 4 modalités possibles qu'on peut offrir parce qu'on a un socle de contenu et parce qu'on a une mutualisation des bonnes pratiques sur le sujet pour un établissement. Donc j'aimerais vraiment avoir vos réactions par rapport à ça en vous disant ça nous semble totalement aberrant, ça nous semble totalement fonctionnel, ou attention, il y a ceci, il y a cela, parce que ça c'est le fruit d'un petit groupe de réflexion. J'aimerais bien qu'on l'élargisse du coup en tant qu'acteur aux acteurs initiels, plus globalement. Moi, je voudrais dire juste un mot, c'est que quand on parle de baisser le coût du tutorat, il y a le coût financier, mais il y a le problème de trouver les tuteurs. Quand il y a 15 ans ou 10 ans, on avait regardé pour les campus numériques le tutorat pour les... Je ne sais pas si c'était déjà des L1, non, pas encore, c'était des DEUG de sciences. Et si on avait appliqué le taux de tutorat que nous vantaient nos collègues de DEA spécialisés, où ils raisonnaient avec 20 étudiants, on faisait la même chose. Pour les sciences, on n'avait pas assez d'étudiants en second cycle pour encadrer ceux de premier. Donc le fait de dire on allège le tutorat, si on veut devenir massif, ben, il faut trouver autre chose, parce que du tutorat humain traditionnel, c'est pas qu'on n'a pas les moyens financiers, c'est qu'on n'a pas les moyens humains de les trouver. On a un vrai problème de ressources humaines, mais ça, je pense que tous les services de la FOAD le connaissent. Des réactions ? Oui. Donc j'ai 2 questions. Bon, d'abord sur la mutualisation des contenus. Enfin, est-ce que c'est la mutualisation des contenus ou est-ce que c'est la mutualisation des méthodes pour mettre en place un projet? Alors, il me semble que c'est a priori plutôt mais j'avais l'impression que vous parliez aussi de la mutualisation des contenus. L'idée, c'est évidemment de mutualiser les contenus, puisque c'est ce qui coûte le plus cher en termes d'effort au départ. Donc très concrètement, c'est mutualiser les contenus en tenant compte d'une réalité, c'est que un enseignant-chercheur ou une université ne reprendra généralement pas les contenus tels quels, elle en reprendra une partie, elle en changera une partie, elle le modifiera. Donc sur UL, c'est une problématique de base, hein, c'est qu'on sait que quand on va passer, d'ailleurs ça fait un lien avec l'exposé d'Isabelle Ramadi hier, c'est qu'en gros, on donne un contenu en donnant aussi la possibilité de le désosser, de le réagencer, de le restructurer. C'est pas simple, hein, bon. C'est technologiquement simple, pas forcément simple à faire, mais voilà, donc il y a cette idée-là. D'autre part, on a un avantage, c'est que le contenu en majorité a été fait par une mutualisation d'enseignants qui du coup produisent des contenus qui sont relativement plus génériques, relativement plus adaptables, puisqu'ils ont travaillé à plusieurs pour produire du contenu. Donc en général, une sorte de consensus dans le contenu. Alors ça peut évoluer, hein. Mais donc un contenu qui est de toute façon adaptable. Donc on fournit des contenus, c'est la base même du dispositif, puisque l'idée c'est que le plus gros effort, c'est le contenu. Le second point, c'est que, comme je disais hier, Initial, c'est des établissements. Les établissements, ils ont des bonnes pratiques. Et quand on veut faire, je sais pas, des bilans de positionnement, c'est très simple. On a mutualisé les pratiques des 2-3 établissements qui fonctionnaient bien sur le sujet. On a fait une checklist, on a fait des modes d'emploi. Puis on a offert ça à chaque établissement qui voulait faire un test de bilan de positionnement. Et évidemment, tout le monde y a gagné. C'est-à-dire qu'on peut aussi, entre guillemets, mutualiser les méthodes.
Sauf que les méthodes, pour nous, elles sont, on peut les mutualiser à condition de se retrouver dans le cas de figure qui nous va bien. C'est-à-dire que pour tel établissement, c'est possible. Et donc, on a dû prévoir, par exemple, sur la banque de test positionnement, 2-3 méthodologies pour tenir compte ne serait-ce que de la taille de l'établissement. Quand vous êtes dans un très gros service avec des grosses capacités, vous pouvez faire un certain type de démarche. Puis dans un autre, il faut être beaucoup plus souple. Voilà. Donc, c'est aussi au niveau des méthodologies, en offrant une variété de méthodologies. L'idée, c'est ça. Et qui n'est que la mutualisation des bonnes pratiques, entre guillemets. Alors, bonnes pratiques, dans un contexte donné, hein, évidemment. Voilà. Donc, c'est les deux. Toujours des ateliers pédagogiques dans l'université en ligne, dans Initial. Oui. Et aussi donc sur des... Donc du coup ça bosse quand même là aussi la question de la motivation, hein, on vient d'en parler aussi, mais je pense que c'est vraiment au centre de l'affaire, parce qu'on peut avoir un institut qui porte des projets, on peut avoir un noyau de personnes très motivées, et ensuite est-ce que quels sont les autres enseignants, comment est-ce qu'on va pouvoir les impliquer. Sur le projet Arbradoc par exemple à Paris 8, on avait financé les gens qui ont produit des contenus. Et est-ce que les enseignants notamment vont pas plutôt souhaiter eux faire un cours différent, faire le leur, qui sera pas fait dans une autre université ou un autre IUT de la même façon. Et donc est-ce que il me semble, j'appréhende des obstacles à cette mutualisation des contenus, et je pense que la motivation des personnes, des producteurs de contenu est au cœur. La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui, et elle est oui pour deux raisons. D'une part, parce que le public qui va venir, c'est un public militant. Donc c'est un public qui a envie de faire. Si on lui propose du clé en main, il va être moins content. Parce qu'il a envie de faire, au bon sens du terme, tout simplement. Donc oui, il y a cette partie-là. Maintenant, moi j'étais le premier à concevoir mon petit dispositif de FOAD, le meilleur du monde, le plus léché, que personne ne pouvait refaire. Voilà, je pense qu'on est tous passés par cette étape de militantisme, enfin, en tout cas ceux qui ont fait un peu de FOAD dans le temps. Puis pour m'apercevoir qu'en finalité, le contenu c'était important, mais l'interactivité c'était encore plus important. Et que si je me concentrais sur l'interactivité, j'avais plus de résultats que quand je me concentrais sur le contenu. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un problème de maturité aussi qui arrive quand même un tout petit peu. Il y aura toujours de nouvelles générations qui arriveront. Donc voilà. Le deuxième, c'est que je pense que si la FOD, si cette nouvelle impulsion sur la FOD n'est pas qu'un phénomène de mode, c'est parce que ça correspond à des vrais problèmes. Quand l'État nous interpelle, quel que soit le bord politique, sur je vais devoir mettre en place une politique d'accompagnement de l'économie, du chômage, etc., dans lequel la formation va avoir une place importante, on ne sera plus dans le désir d'une personne. On sera dans l'orientation d'un établissement. Alors après, en tant qu'enseignant-chercheur, on est autonome, on peut refuser ou pas cette orientation, mais de fait, on sera dans des orientations. Donc, à mon avis, on va passer ce cap. Par contre, on est dans un entre-deux, qui pour l'instant on est sur le désir d'individus, hein, notamment quand les services n'existent pas en tant que tels, et il y a quelque part un besoin d'établissement. Enfin, c'est même pas un besoin d'établissement, c'est un besoin sociétal qui sera pris ou pas par les établissements, mais qui de fait sera là. Avec le danger qu'on a évoqué, hein, sur lequel on n'est pas revenu, pour certaines formes de gouvernance, de croire qu'on peut faire des économies sur le sujet. On peut faire quelques petites économies. À mon avis, si on fait des économies déjà sur la mutualisation, c'est-à-dire que si ce qui sert pour un dispositif de FOAD sert aussi pour la formation initiale et vice-versa, ce que tu as évoqué, il y a de fait des économies réelles qui servent à tout le monde. Après, faire croire qu'on peut diminuer l'interaction, etc., dans quelques cas, et c'est très aléatoire, et je suis très, très précautionneux sur le sujet. Voilà. Donc oui, c'est une vraie difficulté. Maintenant, si le phénomène prend, ça sera forcément au-delà des militants de la première heure. Pour reprendre l'exemple de la FOAD qu'on a mis en place pour la capacité en droit, les enseignants l'ont accepté parce qu'ils étaient forcés et contraints, ils n'avaient plus de public. Le public était pas, et les modalités du présentiel ne leur convenaient pas. Et leur hantise, c'était de perdre le contact avec ce public qui est un public en difficulté. Et en fait, il y en a même un qui a proposé de donner son numéro de téléphone, de faire des réunions téléphoniques, que les gens l'appellent, etc. Puis un jour, il découvre, mais personne m'appelle, quoi. Et en fait, les étudiants lui ont dit, mais nous, on préfère des échanges par mail à des horaires qui nous conviennent. Et donc, il a retrouvé une autre forme de contact
avec les étudiants qui était largement aussi fort que ce qu'il avait en présentiel. Et là, ça lui a transformé la vie, là. C'est fou. Hein? Toi, tu as sûrement bien plus d'exemples que je n'en cite. Je confirme. Hein, et puis, il y a aussi des techniques qui sont arrivées. On dit beaucoup, maintenant, on peut faire des classes virtuelles grâce à nos dispositifs. Mais on est avec un public qui a l'habitude d'utiliser Skype, Messenger. Alors, quand on arrive, on vous dit, on vous fait une classe virtuelle. Ils disent, oui, bon, enfin, ils ne sont pas surpris du tout. Les collègues, oui, mais pas les étudiants, ni les stagiaires, enfin, ni les grands-parents, d'ailleurs, qui veulent voir les petits-enfants à Skype. Donc, il y a des choses comme ça. La situation évolue. Hein, mais ce qu'on ne sait pas faire en FOAD, c'est servir le café à distance, c'est ça? Est-ce que je sens... Quoi? Il y a des limites là, pour le moment. On peut envoyer une photo, mais... non, mais c'est pour ça que tu revenais comme ça, non, je suppose. Donc voilà, une ou deux questions encore, si il y a des gens qui ont été brimés pour ne pas avoir dit ce qui leur tenait spécialement à cœur, et puis sinon... Très bien, merci beaucoup. On a débordé par rapport à notre groupe. Ah bon. Je vous propose qu'on aille directement à la pause, et puis du coup on fera les synthèses pour l'ensemble des groupes. Pour pas que chacun... Quand tout le monde sera ensemble, oui. Oui,